نكوني القاين نغوين الزاين نغذ نكونون نفريم ترميت سخرافن سنكوني سوارافن يقارن تزيكني. Monsieur Farhat Mehni d'avoir répondu favorablement à notre invitation. À chaque fois que nous l'appelons, il est toujours là, il est toujours présent. Monsieur Farhat Mehni, qui est président du gouvernement provisoire kabyle, nous avons l'honneur de l'accueillir aujourd'hui afin de nous parler sur son dernier livre qui est Noël en otage. Sans trop tarder, je passe la parole à Monsieur Farhat Mehni. C'est assez bref. تنمير أزوج لنا كلمة اللام. سلطان قران بيان سور لا داكينيكات أبدا سي مغربيين سي كليوين يديوسان دي 20 ديفريل تفسوس مقارنة تفسوسي مزيغن تفسوس قبيليا نقول كل شيء و مي ولا أينك يضران وين ميقروح وين يقضى على اللايس غافي عنا فين عنا نيمال أثيد يغلى روح. La manière dont la Kabylie a commémoré des événements douloureux comme le printemps berbère, mais surtout le printemps noir, est d'une éclatante clarté quant au message qu'il dégage que je pense il est toujours mauvais de parler au nom des morts, au nom de ceux qui ont donné la vie, leur vie pour la dignité et la liberté des autres. Mais on peut dire que justement ceux qui sont tombés en 2001 ne sont pas morts pour rien. Et c'est pour ça que je m'incline à leur mémoire. Je viens de voir, parce que après l'éclatante réussite, l'éclatant succès de la marche, des marches du 20 avril en Kabylie, en France aussi à Paris, s'en est suivi des hommages qui sont rendus à l'ensemble des martyrs du printemps noir. Quand j'ai vu les drapeaux kabyles fleurir l'ensemble des tombes de ceux qui sont morts, il y a de quoi avoir des larmes de joie aussi que l'hommage leur soit rendu enfin dans leurs propres couleurs, dans les couleurs qu'ils auraient aimé avoir en leur temps déjà. La Kabylie montre à travers cet exemple qu'elle progresse énormément, que le combat, bien que du temps de l'Arache, on ait cru à un moment donné que ça s'effondrait, que la structure ancestrale qui était mise sur pied pour piloter le projet de la Kabylie pour aller vers son avenir était un peu épuisée. Il n'empêche que la Kabylie s'est relevée, elle s'est remise en marche, elle a reconstruit son projet, son espoir, et c'est de cette façon que la Kabylie aujourd'hui redresse la tête et dit fièrement ce qu'elle est et ce qu'elle veut être. Un peuple, une nation soudée et un avenir de liberté. Je pense qu'on ne peut pas rendre un aussi brillant hommage à ceux qui sont tombés pour notre liberté que la manière dont cela s'est passé ces jours-ci. Ce combat, je dois le continuer, c'est le président qui parle, non pas l'auteur d'un livre. Ce combat de 2001, du printemps noir, en dehors de celui qui a écrit de son sang le mot liberté, Kamel El-Chan, il n'y avait pas beaucoup d'hommes politiques qui ont voulu aller au-delà
du sens de la révolte uniquement épidermique et de dire qu'ils sont morts parce que le Hogran, comme il l'appelait à l'époque, ce n'était absolument pas cela. C'est que la Kabylie ne se sentait pas bien à l'intérieur de l'Algérie. Le costume algérien ne lui a jamais été à sa hauteur. Il lui a toujours été étriqué. Et c'est pour ça que, périodiquement, depuis 1963, je dirais même depuis 1857, la Kabylie remue et la Kabylie cherche à se donner les instruments du recouvrement de sa liberté et de sa souveraineté. Nombre d'acteurs politiques ont agi, chacun avec ses compétences, mais aussi ses limites, chacun avec ses éclairages, chacun avec ses interprétations. Mais il y a comme une force interne, un moteur interne au peuple kabyle qui le fait se mouvoir à travers le temps, et quels que soient les responsables et leurs orientations, la Kabylie et cette force interne finissent toujours par ramener tout le monde dans le lit de l'histoire, celui de se construire en tant que peuple, en tant que nation, parmi tant d'autres à travers le monde. Et c'est de cette façon que je peux dire, et je m'autorise à le dire en tous les cas, que les martyrs, ou ceux qui sont tombés pour notre liberté, notre honneur au Printemps noir, n'ont fait que prolonger le combat de ceux qui étaient tombés pour notre liberté et notre honneur aussi contre le colonialisme français. Et j'ai vu des enfants de Shuhada, comme on les appelle, qui sont mes frères d'infortune. Moi aussi, je suis fils de Shahid, comme on dit. Qui n'ont pas compris le sens de l'histoire, ont essayé de condamner, quelques-uns d'entre eux, le fait que l'on demande une indépendance de la Kabylie. Je leur dis ceci. Comment se fait-il que vous soyez contre votre frère qui demande l'autodétermination de la Kabylie, alors que votre père était mort, même pour ce même droit? Il y avait une étape qui était celle de dépasser la colonisation française. Il y a une autre étape, celle de dépasser la colonisation algérienne de la Kabylie, la domination algérienne du peuple kabyle. Tant que nous ne sommes pas maîtres de notre destin en tant que Kabyles, c'est que nous sommes colonisés quelque part. Il est normal que nous nous battions pour continuer l'œuvre de liberté et de dignité. Juste ceci pour ajouter un petit mot. Il y a quelques jours, je suis passé sur une chaîne presque islamo-terroriste, on peut le dire. J'avais accepté de passer pour porter la contradiction dans leurs propres écrans. Et la question était celle, Monsieur Farhat Mani, votre père est mort pour l'indépendance de l'Algérie et vous voulez diviser l'Algérie. Écoutez, j'ai dit, mon père n'est pas mort pour l'Algérie. Mon père est mort pour la liberté et la dignité. Que cette liberté et cette dignité soient incarnées dans son rêve à l'époque par l'Algérie est un fait. Mais qu'elle ne soit pas au rendez-vous me donne, m'autorise et me fonde à aller au-delà de l'Algérie pour trouver cette dignité, cette liberté. C'est mon droit. Et c'est le droit du peuple kabyle, c'est le droit de la Kabylie d'être indépendant. Remarquez, juste, je vous renvoie à la première phrase de la déclaration d'indépendance des États-Unis.
par rapport à l'Angleterre. C'est quand un peuple se sent réprimé par un pouvoir, par un autre État, il a le droit de s'en détacher. Si l'Algérie était un État qui n'oppressait pas, qui n'opprimait pas les Kabyles, le peuple kabyle, on aurait continué normalement à construire un ensemble humain qui ne soit commun, mais chacun dans le respect de ce qu'il est. Comme l'Algérie a fait de la Kabylie un abcès de fixation, le lieu de toutes les rancœurs et de tous les ressentiments algériens, et de l'État surtout, il est de notre droit de ne plus subir ni la haine, ni la domination des autres. En tant que peuple kabyle, nous sommes fondés à être indépendants. Nous avons vocation, nous avons l'obligation morale d'être indépendants. Et ce combat-là, je suis fier personnellement que nous le menions par la voie pacifique plutôt que par la violence. Nous condamnons la violence et si le pouvoir algérien croit qu'il nous intimide avec ses chars, avec ses blindés, avec ses avions ou avec ses troupes qui sont en surnombre en Kabylie, il se trompe lourdement. Le jour où nous aurons des armes comme lui, il fera de nous ce qu'il voudra. Mais aujourd'hui, nous sommes protégés par les conventions internationales, nous sommes protégés par le droit international, nous sommes des hommes de paix, nous sommes des hommes de raison, nous sommes un peuple qui mérite et qui a le droit de siéger parmi d'autres peuples au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous le disons calmement, sereinement, et nous sommes prêts à un débat contradictoire avec les plus grands juristes du monde, avec les plus grands politiciens du monde, avec les plus grands géostratèges du monde. Tant qu'il s'agit du droit, de la raison, du droit d'existence d'un peuple, personne ne peut nous dénier le droit d'être ce que nous sommes. Et à ce titre, nous détacher de l'Algérie est non seulement souhaitable, mais un devoir moral et politique pour nous. Voilà. Pour revenir un peu à mon livre, c'est une question personnelle. Nous avons toujours, notre génération en tous les cas, eu de la gêne devant l'absence de transmission de la mémoire de nos aînés. C'est vrai qu'ils n'écrivaient pas et c'est vrai que la plupart n'avaient pas été à l'école. Et pour l'époque, il n'y avait même pas de caméras vidéo ou de bandes magnétiques pour enregistrer un peu leur vécu. Donc la transmission de la mémoire est une opération vitale. Moi, j'aurais aimé que, par exemple, Karim El-Qassem nous raconte un peu tout ce qu'il a vécu. Hossein Ahmed l'a fait. Il a écrit Mémoire d'un combattant, même s'il ne dit pas tout, il a révélé un certain nombre de choses. Mais beaucoup d'acteurs politiques nous ont quittés sans avoir laissé d'autres mémoires que des bribes orales qu'ils ont laissées à leurs parents. Donc, écrire est aussi un devoir, une nécessité pour la transmission de ce qu'on a vécu. Mais ce qui m'a retardé personnellement à le faire concernant la prise d'otage à bord de l'Airbus dans lequel l'histoire m'avait mis, il y avait beaucoup de douleur. Il fallait absolument
prendre du recul par rapport à l'événement pour enfin se poser et écrire ce dont on se souvient. Et j'ai la chance, pour ce souvenir, d'être passé à plusieurs reprises dans des émissions télévisées, donc à relater les choses plusieurs fois, au moment où la mémoire était encore très fraîche. Mais je vous rassure, elle n'est pas abîmée, ma mémoire. Elle est encore intacte et j'espère le rester encore très longtemps. Donc il fallait un peu s'anesthésier, si vous voulez, prendre de la distance et pouvoir reprendre les choses en leur temps. Ce qui est raconté, au-delà des anecdotes personnelles, c'est de montrer la complexité de la vie. D'abord, il y a une analyse théorique de l'islamo-terrorisme international, mais aussi la manière dont les choses se vivent au quotidien à l'intérieur d'une structure politique, voire à l'intérieur d'une famille. C'était nécessaire au moment où il y a le Daesh, au moment après qu'il y ait eu les Twin Towers, les attentats de Madrid, et aujourd'hui on le voit à travers les attentats de Paris à 2 reprises, on voit que le phénomène, qui n'est pas prêt de s'estomper, bien au contraire, a plutôt tendance à s'étendre à l'ensemble de la planète, a quand même des origines, a quand même un lieu qui a été sa matrice, le laboratoire et le théâtre de réalisation. C'est l'Algérie. Il n'y avait pas de terrorisme islamiste avant l'Algérie. Il y a eu la révolution iranienne, ce qu'on appelle la révolution iranienne, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les islamistes en Iran. Il y a l'Arabie saoudite qui fait de l'émulation, fait de la concurrence, de la rivalité avec l'Iran pour promouvoir deux faces de l'islam qui sont les 2 faces d'une même médaille, qui est l'islam. Mais il y a aussi l'arabo-islamisme qui s'est greffé dessus. L'arabo-islamisme est une antinomie au Moyen-Orient. L'arabisme, c'est le Ba'ath, était laïque, il était anti-islamiste. Et l'islamisme fait abstraction de l'arabité normalement et se projette plutôt comme umma de l'ensemble des musulmans à travers le monde. Il ne reconnaît pas les nations, il ne reconnaît pas les États, il veut construire un empire géant. Ces 2 notions, l'arabisme et l'islamisme, qui se combattent au Moyen-Orient, ont trouvé leur lieu d'alliance en Afrique du Nord en général et en Algérie en particulier. Parce qu'il y a une entité qui n'était pas tout à fait, qui n'était pas arabe du tout et qui n'était pas tout à fait musulmane. La Kabylie laïque était le lieu où se cristallisait, contre laquelle se cristallisait et l'arabisme et l'islamisme. L'arabo-islamisme est devenu, a trouvé le lieu de les raisons de son alliance, de leur alliance contre la Kabylie, qui ne veut pas être arabe et qui disait, comme disait Matou Blounes, qui avait le droit de ne pas être musulman. C'est ce lieu-là qui aura été un peu à l'origine du phénomène islamiste. Quand l'Algérie, quand les maquisards kabyles ont fait la déclaration du 1er novembre 1954, que voulez-vous? Les
les opinions de l'époque faisaient que on croyait que l'islam était quand même quelque chose à opposer aux Européens, qui étaient chrétiens ou juifs. Même si les juifs étaient du terroir déjà. C'était, la plupart des juifs ont leurs ancêtres depuis la nuit des temps. Ils étaient là-bas. Mais de par le décret Crémieux, après la prise de la Kabylie notamment, il y a eu assimilation des Juifs à des Européens, et il y a eu une séparation, un apartheid, disons, entre catégories sociales, entre autochtones et colons. Cela a amené une guerre d'indépendance dans laquelle on avait la déclaration d'acte de guerre, la déclaration du 1er novembre 1954, insistait sur l'indépendance et le fait que la colonisation devait cesser. Le Congrès de mais il avait dit que c'était dans le cadre des principes de l'islam. Comme si c'était nécessaire, je pense que c'est une erreur, c'est une faute politique, que d'avoir mis cela dans la déclaration du 1er novembre 1954. Mais que voulez-vous? Les époques ne peuvent pas s'interchanger. À l'époque, on croyait qu'on faisait du bien, à le dire. Et ceux qui étaient entièrement pro-français, pro-colonisation, les ulama, ils n'avaient jamais demandé l'indépendance de l'Algérie. Ils demandaient l'assimilation des Algériens, mais avec la seule revendication qu'ils puissent, en tant qu'Algériens français, en tant que Français musulmans, rester avec leur religion. Ils ne voulaient pas de l'indépendance d'Algérie. Et quand Abdel Ramadan est arrivé, il avait convaincu les Farhat Abbas, c'est donc les sociodémocrates, on peut dire, peut-être pas le terme qu'il faut. En tout cas, quand il a convaincu Farhat Abbas, il voulait aussi convaincre les ulama de venir à la lutte armée. Et donc, c'est pour faire alliance avec les ulama qu'on avait introduit le terme d'islam à l'intérieur de la déclaration du 1er novembre 1954. Et quand l'Algérie est indépendante, est devenue indépendante grâce aux efforts de la Kabylie, répétons-le, et n'ayons jamais honte de le dire, c'est la Kabylie qui a libéré l'Algérie. Il y a eu ceux qui ramassaient des forces pendant que la Kabylie se battait, qui ramassaient des forces à Oujda et au Bec du Canard en Tunisie. Ils sont venus prendre le pouvoir. La Kabylie était déjà exsangue. Mais quand les Kabyles avaient compris qu'on était venu les spolier de la victoire qu'ils venaient d'arracher, de la liberté qu'ils venaient d'arracher à la colonisation, ils se sont mis de la partie en disant qu'il n'y aura pas que le clan de l'Est et le clan de l'Ouest qui vont dire l'avenir de l'Algérie. La Kabylie s'est battue pour son indépendance, il a son mot à dire. Et à ce moment-là, il y a eu alliance de l'Est et de l'Ouest contre la Kabylie. La guerre fut perdue et les Kabyles, qui étaient les héros de l'indépendance, sont devenus les ennemis numéro 1 de l'Algérie. À partir de là, l'islam est devenu religion de l'État et l'arabe, langue nationale et officielle. On a interdit tout ce qui avait l'odeur d'un Kabyle à l'intérieur. Les Kabyles, après cet épisode, rasaient les murs. Ils avaient peur, surtout avec le système de la répression, nous étions en plein soviétisme, en plein maoïsme avec Ben Bella et en plein soviétisme avec Boumedienne. Les Kabyles étaient devenus
la menace sur l'unité nationale. Il fallait absolument les réduire. Il fallait qu'ils deviennent des Arabes. De musulmans. On dit que globalement ils sont musulmans, mais il fallait en plus qu'ils deviennent des Arabes. Et l'Algérie, qui, en décrétant la langue arabe comme langue officielle, n'avait pas les hommes, les moyens humains pour cette arabisation. Donc elle avait fait appel à des Égyptiens, des Moyen-Orientaux, particulièrement des Égyptiens, qui étaient à 90% des frères musulmans et qui n'avaient jamais eu de pédagogie quelconque en dehors de celle de la mosquée et de la médersa coranique. Arrivés pour arabiser les Algériens, ils ne savaient pas apprendre, enseigner aux Algériens, aux enfants algériens, autre chose que l'islamisme. Nasser, Gamal Abdel Nasser, pour lequel les islamistes étaient un danger mortel, avait trouvé l'aubaine d'envoyer 40 000 enseignants en Algérie, juste 40 000 islamistes dont il s'est débarrassé, et ainsi il les a même retournés pour les gagner à sa cause, puisqu'il leur a offert un statut d'enseignant, un salaire payé en devise par ailleurs. Et donc, ils nous ont laissé un legs intégriste important. Ce legs va être repris par les Algériens eux-mêmes, puisque en 1969, à partir de 1970, on avait décidé d'algérianiser l'école, qui était égyptianisée. On va l'algérianiser. Et à qui a-t-on fait appel pour algérianiser l'école? Aux déchets de l'école. Ceux qui n'ont pas eu, qui n'ont pas réussi dans leur diplôme immédiatement, ce sont ces gens-là auxquels on a confié l'école algérienne et qui ont reversé le peu de choses qu'ils ont appris, l'intégrisme égyptien, l'intégrisme islamiste des frères musulmans, à nos enfants. Et ce sont ceux-là qui, à partir des années 70, étaient des masses. Et les premières heures ont eu lieu en 1975 entre étudiants frères musulmans et non frères musulmans. Par la suite, les mosquées qui étaient complètement contrôlées par l'État, puisque l'islam est religion de l'État, commençaient à avoir des prêcheurs sauvages, des imams sauvages, qui n'étaient pas nommés et qui se permettaient de dire que ce que fait l'État est mauvais, ce que dit tel est mauvais, la manière de faire la prière, ce n'est pas celle-là, la manière de se coiffer n'est pas celle-là, il faut laisser une barbichette, il faut se faire une callosité sur le front pour montrer à tout le monde qu'on est musulman, comme si, quand ils vont mourir, Dieu va regarder la callosité, non pas leur cœur. Donc, il y a tout des tas de rituels qui ont été institutionnalisés et les premiers maquis ont été testés après la révolte de la Kabylie du printemps berbère en 1980. Puisque les Kabyles sont arrivés à se mobiliser, ils ont testé leur premier maquis. Mais j'ai oublié de vous dire que en 1969, après la défaite du FFS, il y a des étudiants kabyles qui, à l'université à la cité universitaire de Benaknoun, avaient monté le premier cercle culturel berbère. Rien qu'à cause de cela, tout de suite, une semaine plus tard, Boumediene et les autorités elles-mêmes ont décidé de monter les premières cellules d'étudiants islamistes là-bas pour les opposer aux Kabyles. Et donc c'est l'État lui-même qui a
non seulement par l'école égyptianisée, par la reprise de l'école par des moniteurs qui n'avaient pas le niveau, et surtout par l'action politique pour contrer les berbéro-matérialistes, comme on nous appelait des berbéristes à l'époque. Il fallait monter des organisations arabo-islamistes globalement. Donc c'est l'œuvre de l'État lui-même. La construction de mosquées battait son plein, alors que le pays se disait socialiste. Et quand il se sentait un peu puissant, c'est là, à la fin des années 70, ils ont commencé à avoir des prêches sauvages, des imams sauvages, et se créer des clientèles politiques particulières. Le premier maquis a été engagé avec Bouyali. Ça a échoué, mais c'était un test pour eux. Quand il y a eu la démocratisation réussie par la Kabylie grâce au combat de la Kabylie, qui n'a jamais baissé les bras sur ses droits, ils ont légalisé un parti islamiste qui s'appelait le FIS et qui avait déjà gangréné toute la société. Aux premières élections, le FIS remporte tout le pays en dehors de la Kabylie. Et là, quand on est arrivé aux élections législatives de décembre 1991, le FIS a raflé 80% au premier tour des voix. Et pour ceux qui restaient en ballottage, ils allaient tout rafler. Les sections du FLN faisaient allégeance toutes, se rallier au FIS en cascade. C'est-à-dire que le deuxième tour était une promenade de santé pour les islamistes. Seule la Kabylie était en dissidence. Et d'ailleurs, Khaled Nzar, dans ses mémoires, va dire que on n'a pas arrêté le processus électoral parce que le fils allait gagner les élections. Il a dit non, nous avons arrêté le processus électoral parce que la Kabylie était en dissidence nationale. Donc il allait y avoir une guerre de toutes les façons. Mais c'est là plutôt un prétexte pour engager l'arrêt du processus électoral. C'est cet arrêt du processus électoral qui va être à l'origine de ce phénomène islamo-terroriste. Mais il y avait quelques prémices auparavant. Hein. N'oublions pas qu'il y a eu à Tougourt une attaque contre une caserne militaire, alors que le fils n'avait pas encore, alors qu'on n'avait pas encore fait la guerre, on n'avait pas encore fait les élections de 91. Et quand le processus était arrêté, le terrorisme a été suscité, a été entretenu, et comme par hasard, là aussi je me pose des questions, on assassinait partout en Algérie, mais on enterrait surtout en Kabylie. Même dans le terrorisme, le racisme anti-kabyle était primordial. Donc, quand il y a eu arrêt du processus électoral, le régime était mis à mal. Le monde occidental, qui défend les valeurs de démocratie, de liberté, de choix, a condamné, le monde occidental a condamné cet arrêt du processus électoral. On n'a pas le droit d'être mauvais perdant. Hein, c'est comme ça la règle chez les Occidentaux. Quand quelqu'un a perdu les élections, il faut bien qu'il s'incline devant celui qui gagne. Et le régime militaire ne l'entendait pas de cette oreille. Et donc, il va échafauder un plan. La plupart des assassinats ciblant des intellectuels étaient l'œuvre du DRS. Il y avait les exécutants
qui étaient, excusez-moi, des idiots, des criminels, des gens sans cervelle, des écervelés, auxquels on donne un pistolet ou un couteau en lui disant « vous allez tuer telle personne ». Mais les cibles étaient désignées par le régime. Les terroristes islamistes n'ont fait qu'exécuter. Et c'est parmi ces bandes décervelées que l'école algérienne avait formé que l'on va recruter un quatuor âgé de 22 à 26 ans. 4 bonhommes. Le plus vieux d'entre eux avait 26 ans et qui était leur chef. On leur a offert l'avion sur un plateau d'argent. Comment se fait-il que ces 4 terroristes aient pu prendre un avion en otage? Un avion d'Air France. Il faut bien que ça ait un sens, hein? Surtout à Noël en plus. Depuis le 17 août 1992, 91, il y avait un attentat à l'aéroport d'Alger. Il y avait une quarantaine de morts et plus de 80 blessés. Depuis cet attentat, il y avait des mesures de sécurité draconiennes autour de l'aéroport. Personne ne pouvait entrer dans l'aéroport. Un passager qui doit prendre son avion doit mettre ses affaires au scan et avoir une fouille au corps ou passer dans un portique de détection d'armes. Comment 4 bonhommes sont-ils entrés dedans? Donc, c'est qu'on leur a facilité la tâche. Et de toute façon, quand ils ont fait éruption dans l'avion, ils nous ont raconté. Ils ont dit, écoutez, c'est très simple. Nous avons des complicités parmi les policiers. Nous ne sommes pas entrés par la porte des passagers, nous sommes entrés par la porte des policiers. Ils nous ont dit qu'ils ont pris leur thé à la cafétéria, leur café à la cafétéria, avant d'aller prendre la voiture d'Air France, qui était là par hasard avec la clé au contact. Aller jusqu'à l'avion, et quand je suis arrivé personnellement au bas de la passerelle, j'ai trouvé cette 305 blanche d'Air France qui était là, et j'ai vu les armes de ces terroristes qui étaient brandis. D'ailleurs, j'étais étonné, comment se fait-il que l'armée algérienne ait des chargeurs scotchés sur leurs mitraillettes? Parce qu'ils doivent avoir des chargeurs, des pôles-chargeurs autres que cela. La police était là, à contrôler les passagers. La douane était là. Il fallait repérer son bagage avant de le mettre sur un plateau pour qu'il s'en aille. La voiture des terroristes était toujours là. Personne n'a eu l'idée de dire à la hiérarchie qu'est-ce que c'est que cette voiture, quels sont ces gens-là qui sont là. Ils ont attendu que tout le monde soit dans l'avion pour enfin entrer dedans et dire nous sommes de la présidence de la République, nous voulons juste faire un contrôle supplémentaire. Un policier se présente à eux, il dit présente sa carte, je suis un confrère. Ils ont mis un pistolet sur son nez, ils l'ont traîné jusque devant la porte, la passerelle, et l'ont abattu de son front. Là. Et là, les choses ont pris une autre tournure à partir de là. Mais c'était juste pour vous dire que cette opération était une opération diabolique. Elle avait juste pour objet, comme les assassinats d'intellectuels qui étaient commis, étaient destinés à retourner l'opinion occidentale qui était pro-fils. Donc, on a démultiplié les attentats terroristes, on a instauré une terreur extraordinaire
au début des années 90 en Algérie, juste pour dire que ce sont les islamistes qui tuent et que nous, en tant qu'État, en tant qu'armée, nous sommes faibles et il faut nous soutenir, nous, et non pas soutenir ces criminels et autres. Il est vrai que tous les assassins, pratiquement, la plupart des assassins, pas tous, la plupart des assassins étaient des terroristes islamistes, des jeunes écervelés auxquels on désignait la cible, il va y aller. Mais ceux qui orchestraient l'opération derrière, c'était des gens qui voulaient juste montrer à l'Occident que l'arrêt du processus électoral était légitime. C'était pour légitimer le maintien du pouvoir en place. Et donc, dans le maintien de ce pouvoir, posait toujours problème. Malgré les attentats terroristes, on continuait de croire en Occident que l'Algérie n'avait pas le droit d'arrêter ce processus électoral. Et mieux que cela, et pire que cela pour l'Algérie, pour le pouvoir algérien, c'est que l'Algérie savait que le Vatican, ainsi que des chancelleries occidentales, venaient de donner leur amène pour qu'il y ait la conférence de Sant'Egidio. C'est-à-dire que l'opposition islamiste algérienne soit légitimée, y compris par des démocrates comme Aït Ahmed, pour revenir au processus électoral et repartir de là où l'on était. Les Algériens ne savaient pas que cette conférence se préparait. Il n'y avait que les classes politiques qui le savaient. Les services algériens ont donc, pour ruiner la conférence de Sant'Egidio à l'avance, orchestré cette prise d'otage de l'avion de telle sorte qu'on montre au monde entier l'horreur dont sont capables les terroristes islamistes, l'islamisme en général, et qu'on retourne la vapeur. Après cette opération de l'Airbus, Sant'Egidio avait fait plouf. C'était un coup d'épée dans l'eau. On en a ruiné l'audience bien avant que l'événement n'arrive. C'était 15 jours avant Sant'Egidio. Donc, il y avait suffisamment de temps pour que l'opinion internationale se retourne et que quand la conférence eut lieu, il n'eut pas l'impact voulu. En vous racontant cela, il y a beaucoup de gêne dans la chose. Parce que, à la fois, moi-même, je suis convaincu que le processus électoral devait être arrêté. Parce que ceux qui allaient gagner ces élections interdiraient la démocratie à partir de là. On sait ce qu'il en est de la démocratie en Iran. Mais c'est que ce phénomène a été le lieu de gestation de l'ensemble du processus qui va aller grossissant, grandissant, aussi bien en Algérie qu'à travers le monde, jusqu'à arriver aux attentats de Paris en 1995, puis de Madrid, puis de Londres, et puis les Twin Towers, et ainsi de suite. Et jusqu'à la création du Daesh. En fait, la manière dont l'Algérie avait géré cette opération, ils ont légitimé une action militaire au nom de l'islamisme, une action terroriste, et ils l'ont amplifiée à tel point que, aujourd'hui, le monde entier en ressent les effets néfastes. Voilà ce que raconte globalement un peu le livre, mais il y a aussi des anecdotes personnelles. Nous étions en plein boycott scolaire et je révèle un certain nombre de choses à l'intérieur de la structure où j'étais, toute l'ambiguïté du combat démocratique, du combat pour la majorité et les luttes d'influence qui imprégnaient un peu ce combat de la Kabylie, qui, tout en restant
en dehors de l'islamisme, n'en était pas moins entraîné dans la mouvance de l'État, puisque l'islamisme est mauvais, le côté FFS, la Kabylie FFS, non. Puisque l'islamisme est mauvais, la Kabylie RCD s'était rangée du côté des militaires. Pour la Kabylie FFS, puisque le pouvoir est mauvais, elle s'était rangée du côté des islamistes. Mais du même coup, on a anéanti la Kabylie, on a anéanti la démocratie. Voilà ce que je voulais un peu raconter à travers ce livre. Il y a des détails que chacun prendra à sa façon. Je n'ai en aucune façon voulu régler le moindre compte avec qui que ce soit. Je voulais juste, avec ma conscience, redonner au monde une vision d'où est parti le phénomène islamo-terroriste international et redonner aux Kabyles une partie de leur mémoire et un discernement par rapport à leur avenir. Merci. Salut, Mr. On donne la parole à l'assistance pour vos questions. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'islamisme au Kabylie? Parce qu'il prend vraiment de l'ampleur. Que peut-on faire contre l'islamisme en Kabylie? D'abord, il faut commencer par dénoncer les porteurs de l'islamisme. Le premier d'entre eux, c'est l'État algérien. Il finance toutes les associations religieuses qui veulent se créer. Je vous rappelle qu'en 2007 ou 2008, Belkhadem a été invité dans la Daïra d'Efrahounen. Le président d'APC d'Efrahounen, apostrophe, Belkhadem était Premier ministre. Apostrophe, le Premier ministre lui dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, nous souhaiterions la construction d'un hôpital. Il y a plus de 50 000 habitants dans la commune, dans la Daïra. Nous souhaiterions, nous n'avons pas d'hôpital, il faut qu'on parte jusqu'à Michelet pour pouvoir bénéficier de... Quand on a un malade qui est mal en point, il risque de ne pas arriver sur les lieux. Il a dit, écoutez, je n'ai pas d'argent, mais si vous voulez faire une zaouïa, je suis prêt à la financer. C'était dans la presse elle-même. Donc, le premier agent propagateur de l'islamisme en Kabylie, c'est l'État lui-même. Il pense que, à travers l'islamisme, il va réussir là où il a échoué en venant par l'État lui-même, c'est-à-dire l'arabisation. Dès lors que l'arabisation était imposée du sommet de l'État, les Kabyles n'ont jamais admis cette arabisation. Avec l'islamisme, en devenant islamiste, un Kabyle va croire nécessairement que le Coran, la langue du Coran, la langue arabe, est supérieure à sa langue. Donc, il commence à parler arabe et à s'arabiser mieux que par l'école. Et effectivement, ce sont les associations religieuses qui procèdent davantage à l'arabisation de Kabylie que l'école elle-même. Deuxièmement, la Kabylie est vécue comme une région réfractaire, y compris l'arabisation, vise au démantèlement, à l'extinction de la kabilité en général. Ce n'est pas pour établir un État islamique en Algérie qu'on le fait. L'arabisation en Kabylie vise à ce que la langue kabyle, l'identité kabyle, les traditions kabyles s'effacent pour de bon. C'est remplacer une culture par une autre. C'est un génocide culturel, identitaire et culturel, qui est programmé à travers cela. Donc, ce qui a échoué par le sommet, il va essayer de le réussir par la base, en passant par l'islamisme. Donc, c'est lui le premier agent. Ensuite, il va recourir aussi, disons-le,
à des Kabyles déracinés qui ont été pris dans l'engrenage du fils pour les renvoyer en Kabylie avec des djellabas, avec des barbichettes et des moyens pour acquérir un peu d'autorité, un peu de respectabilité autour d'eux dans leur village et essayer d'islamiser, de ramener plus de gens à la mosquée qu'il n'en fallait. À cela aussi, ce sont ces mêmes agents qui vont ouvrir des commerces dédiés uniquement aux objets de l'islamisme. Des chapelets, des gondolas, des hijabs, des accoutrements, tout ce qu'il faut pour... et des cassettes audio qui passent à longueur de temps des psalmodies du Coran. Je pense que la meilleure façon aujourd'hui de le faire, de toute façon la Kabylie est restée saine malgré tout cela. Hein. C'est vrai qu'il y a un léger frémissement dangereux pour nous d'islamisme. On voit un peu plus, on a vu un peu plus de filles qui portent un peu le hijab. Je leur dis à nos sœurs, à nos femmes, à nos mères, l'islamisme, c'est votre prison. L'islamisme, c'est une manière de vous rabaisser. L'islamisme est votre mort. Portez du hijab et vous vous enterrez. Nous devons, nous, en tant que Kabyles, ne pas permettre ou boycotter les commerces dédiés à l'islamisme, aux objets islamistes. Il faut absolument les interdire. Quelqu'un qui passe dans son commerce du Coran, eh ben, je ne rentre pas dedans. Tout simplement. Si quelqu'un veut nous contraindre à nous comporter aux enterrements, ils ont fait base sur les enterrements. Quand il y a un mort, alors tous les intégristes viennent à ce moment-là, ils n'enterrent même pas nos morts dans la quiétude, la douleur et le recueillement qui était le nôtre traditionnel. Non, maintenant, quand quelqu'un est mort, il faut courir pour le mettre très, très vite dans la tombe. C'est quoi cela? C'est de la folie. Quand ils vont prier à la mosquée, auparavant, les gens sont libres de s'aligner derrière l'imam quand il y a une mosquée qui fonctionne. Maintenant, non. Il faut qu'ils fassent comme ça, et épaule après épaule, sous prétexte que Shaitan ne passerait pas entre eux. Mais Shaitan est dans leur cœur, il n'est pas entre eux. Et ainsi de suite. Donc, ils introduisent de nouvelles mœurs. Pour les mariages, vous ramenez un imam intégriste, il essaye de vous induire en erreur, de faire en sorte que la tradition initiatique et islamiste soit celle qui prévale sur la tradition kabyle. Je pense que nous sommes tous responsables. Les Kabyles doivent comprendre que leurs traditions sont le trésor le plus cher qu'ils ont reçu de leurs ancêtres et qu'ils doivent les préserver. Dans ce qu'ils ont de progressiste, dans ce qu'ils ont de noble, dans ce qu'ils ont de respect pour la vie, pour autrui. La Kabylie évolue, bien sûr, et elle prendra soin elle-même de ses traditions et de ses valeurs, et non pas s'aligner sur l'islamisme. Alors, l'autre aspect des choses, pourquoi l'État algérien veut que la Kabylie s'islamise à outrance? Il y maintient aussi le terrorisme. C'est pour que la Kabylie devienne la plus intégriste région du pays et la montrer au monde. Attention, si la Kabylie devient indépendante, vous aurez affaire à de nouveaux Khomeini. Voilà la manière dont il veut traiter la Kabylie. D'ailleurs, j'ai trouvé leur discours, ce discours du pouvoir, aux États-Unis, chez un certain nombre de journalistes qui croient que si le terrorisme perdure en Kabylie, c'est parce que les Kabyles sont contre l'État qui combat le terrorisme.
Donc, comme si les Kabyles étaient les protecteurs du terrorisme. Or, nous savons tous qu'il n'y a pas de terroristes en Kabylie. C'est l'État algérien qui terrorise. C'est l'État algérien qui fait des bandes de terroristes. C'est l'État algérien, c'est l'armée algérienne qui organise des expéditions au nom du terrorisme. Mais ce sont des militaires algériens qui agissent. Comment se fait-il que tous les 5 kilomètres, des fois moins, à travers toute la Kabylie, il y a un barrage militaire, mais que les terroristes passent au travers, hein, raquettent, kidnappent, tuent, en toute impunité. Donc, c'est cette façon de procéder qui trompe les chancelleries étrangères. En fait, c'est parce qu'il y a un problème nationalitaire et nationaliste kabyle qui fait qu'il faut maintenir le terrorisme et l'islamisme en Kabylie et faire de temps en temps des opérations à la gourdelle pour montrer au monde entier que c'est en Kabylie qu'on fait ça et non pas ailleurs. Donc, il faut faire barrage, faire obstruction à l'indépendance de la Kabylie. Il faut que les Kabyles, tous les Kabyles, se rendent à l'évidence que la Kabylie, leur mère patrie, est la seule qu'il faille sauver. L'Algérie n'est pas en danger. Elle a ses chars, elle a ses militaires, elle a ses gendarmes, elle a ses policiers, elle a ses avions, elle a son administration, sa justice. La Kabylie n'a rien. Elle est désarmée. Donc, pour mes frères kabyles, il n'y a pas d'autre choix pour nous que d'obtenir notre indépendance. أنا ما نسمع نحكمي منا سيمنا أنا نرفدي منا سكون دلاد داو زقلو بياض ونسعى عنايا ولا شوين راه يحامين فلانا ولا شوين راه غادي يعاونن استقماتنا شويه نظام دونك كنتشكل فلانا أنا الفدي منا وثنميرت غافين دي ضران دي 20 ابريل. Je tiens à cela à féliciter l'ensemble des cadres du MAC, à leur tête Bouaziz Chbib, Farid Jennadi, Tserlati Sakwis, ذوي اللي خدمن سقول الميم 20 ابريل قاعدان ثموت القبيله كنت نغدد غالي بردان يوكلنا تسكنن ثيرينسن يثموننت ثيرينسن اي ثيل اليوم نتموت قبيلي بغرف قبيلي ثنمتنا. اسكو تهرب دي بالكيا دي تلفون الناس خاطر ولا شي تيسنات لا كيسيون تيسنات تنقل بالليل السيدات روحوا ولا غيدات روحوا الا يون تفكر من 11 ديال 12 ديال تيزيوزو كتضربوا الدنيا نهار سميس نتوما ندير بالليل هي اللي دوفينات هي اللي شارع وين اللي كيسال من الموت خاطر على حساب لي زيبوتيز ترصد باللي ما كينزرع باللي ادي دروين ديال الران الى قد ادينا بسميس دوطون بلوس لان كان اللي ريسبونسابل سوس حسب المقارنه ديال العميل كيف رحمه ربي مزيان خاطر مناسي ولاد النساء شرا يسمى بار لانترميديار لي كادر وكيل النساء كيساعد بينا سميس ثالوث سويس عندها مخرن مع تبلوناس سي اسم الجية ورمين غيرها يتسكيد ثالوث الديتورمون دافيون لا بريز دوتاج دافيون يتسكيد ثالوث لوبيراسيون ياكينيكات جلوبال يوكن يغربينا كينيكات سموت فرنسا يرومينا كمالان الامريكان هذا تخرن هذا جن ثمان لفيس يوكلنا دوغالنا ثمان الحكومه الجزائر هي جيت سكيدكس مي نزرب اليوم اطاس تخزبي وينك نقارنكم يكتسوا خدمن